Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans la Guilde, le podcast qui vous parle de bonnes pratiques de qualité logicielle et de quality engineering. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question qu'on me pose très souvent encore aujourd'hui, c'est comment bien choisir son framework d'automatisation des tests. Dans les prochaines minutes, je vais essayer de condenser mes 20 ans d'expérience, d'audit, de mentorat, où j'ai accompagné des projets sur des choix d'outils qui étaient des fois déjà en place et qu'on devait challenger ou qu'on devait commencer avec une page blanche. Donc installez-vous bien, c'est parti. On va déjà commencer par quelque chose qui est très important. Avant de se lancer dans un outil et de tomber dans la hype de l'outil à la mode du moment, il va être très intéressant de voir votre contexte dans lequel vous êtes. C'est quelle est la typologie d'application auquel doit répondre ce framework. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule et que c'est que du web et là, on a énormément de solutions. Est-ce que je dois pouvoir répondre aussi à du mobile, du desktop, des tests d'API? Voilà, les contraintes ne sont pas forcément les mêmes sur l'ensemble des projets. Donc, ça veut dire qu'il faudra peut-être plusieurs solutions pour pouvoir y aller. Quelles va être la gestion et l'utilisation et quels sont vraiment les objectifs aussi d'automatisation qu'on va devoir atteindre avec ce framework. Est-ce que je vais faire plutôt des tests de front, des tests de bout en bout, des tests d'API? Est-ce que je dois pouvoir aussi en partie avoir un feedback sur les performances? Est-ce que dans ces objectifs, j'ai aussi l'envie d'essayer d'aller plus vite dans mes rythmes de livraison parce que je faisais beaucoup de tests manuels? Est-ce que j'ai un objectif important de tests à automatiser? Est-ce que c'est vraiment envisageable? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Donc c'est vraiment intéressant. Il faut voir que le contexte est super important et il faut vraiment regarder ça avec la plus grande attention. Une chose aussi à faire avant de se lancer, c'est vraiment de faire un focus sur les compétences présentes dans l'entreprise, dans l'équipe, avant de choisir un outil. Ce serait dommage de choisir une techno où on n'a pas la compétence, où il est difficile de recruter parce qu'on ne l'a pas sur notre bassin d'emploi. Donc, il faut regarder le langage mis en place. Si c'est une nouvelle techno qu'on utilise, est-ce que la courbe d'apprentissage elle est rapide ou ça va demander beaucoup de temps de formation, beaucoup de temps en termes de budget, en termes de bande passante pour les équipes qui sont déjà surchargées. Donc ça, c'est super intéressant. De ce point de vue-là, j'ai une petite anecdote où une fois j'ai été sollicité sur une équipe qui était dans une réflexion, qui faisait des workshops pour mettre en place l'automatisation des tests, qu'ils n'avaient jamais mis en place. Donc, en face de moi, j'avais des testeurs manuels qui avaient une grande expérience, que ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient dans les équipes projet. J'avais des tech leads et des architectes. Il s'est avéré qu'ils voulaient faire le choix de Selenium et en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que les testeurs fonctionnels se sentaient pas légitimes dans le choix de l'outil et se laissaient porter par les profils techniques. Et Selenium est un super outil, mais je leur ai demandé qui allait automatiser les tests. Et je me suis rendu compte que ça était testeurs fonctionnels. Donc les profils techniques choisissaient pour des profils fonctionnels qui n'avaient pas la compétence de développement, ni en Java, sur un outil où la courbe d'apprentissage pouvait être très importante et les coûts de maintenabilité euh, inhérent pouvait être très important parce que la compétence n'était pas. Donc au final, ils ont choisi un outil qui était plus proche fonctionnel pour pouvoir le faire. Donc il y a eu un choix entre Robot Framework et Catalan à l'époque. Ils ont fait le choix de faire Robot Framework suite à une prise en main des équipes fonctionnelles. Donc vous voyez, c'est super important de vraiment cartographier les équipes et surtout d'avoir cette vision pour travailler ensemble et d'avoir une décision la plus éclairée possible. Donc au-delà de tout ça, ce qu'il faut bien voir, c'est aussi, et ça c'est c'est de plus en plus indispensable, mais heureusement la plupart des outils maintenant
le gère bien, c'est la compatibilité et l'intégration dans votre chaîne CI/CD. Aujourd'hui, automatiser, c'est industrialiser ces tests de bout en bout. Donc, il est indispensable de s'assurer que ça puisse bien s'intégrer avec votre Jenkins, GitLab CI, GitHub Action ou encore Azure DevOps. Donc ça, c'est super important. Faut voir s'il y a des images Docker qui existent du framework pour que ça soit encore plus souple et qu'on puisse le gérer, l'intégrer éventuellement dans du Kubernetes, ou du Selenium Crypt ou du Browser Stack et que le reporting que ça va générer va aussi permettre de pousser les résultats dans votre gestionnaire de test, que ça soit SquashTM, Jira X-Ray ou encore Testrel ou bien d'autres. Donc ça, c'est très important de voir ça parce que un pipeline fluide qui va déclencher les tests rapidement avec des résultats efficaces, bah, ça va éviter de bloquer les merge requests, d'avoir des feedbacks beaucoup plus rapides et de pouvoir espérer accélérer vos cycles de mise en production. Ça ne suffira pas, mais c'est important. L'autre point qu'il faut voir, c'est quelle va être la contrainte sur la maintenabilité et l'évolutivité des cas de test à partir de ce framework. Est-ce que le framework va nous permettre de bien gérer la séparation des concerns? On va dire, c'est est-ce que vraiment j'ai le métier et la tech qui sont séparés? Est-ce que je peux par exemple utiliser les patterns les plus utilisés comme le PageObject ou d'autres? Est-ce que je vais pouvoir réutiliser certains composants? Est-ce que je peux gérer la variabilisation? Est-ce que je peux exécuter mes tests en parallèle pour pouvoir accélérer les tests à aller plus lourd. Donc en gros, est-ce que à chaque fois que je dois maintenir ou refactorer mon code, ça va me prendre de plus en plus de temps ou ça va me permettre d'être très efficace. Donc ça, il faut vraiment le voir en faisant un POC et en manipulant. Et ça, c'est super important. C'est ça qui va vraiment de, de vous permettre de voir si la maintenabilité, si la compatibilité et si ça marche. Un point qui est aussi important, c'est la communauté et le support, que vous preniez une solution, pas une source ou un éditeur, c'est est-ce que j'ai une communauté ou un support de l'éditeur qui me permet d'avoir des réponses aux questions un peu tricky que j'ai pas vues lors de la phase de POC pour pouvoir y arriver et avoir une entraide pour pouvoir être le plus réactif lorsqu'on a une problématique qu'on n'a pas vue auparavant. Ce qu'on néglige aussi de temps en temps, c'est aussi la performance et la stabilité de ces frameworks de test. Ce qu'il faut voir, c'est si vous lancez des tests qui sont très très longs et qui sont pas parallélisables, ça va être compliqué. Donc, ça peut être une contrainte, c'est-à-dire que je veux que mes tests tournent le plus rapidement possible pour pouvoir être le plus rapidement exécuté, pour avoir un feedback le plus rapide sur mes flaky tests aussi. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent faire partie de votre choix. Là, ça va dépendre aussi un peu du contexte dans lequel vous êtes. Et un autre point aussi important qu'il faut vraiment regarder dans le choix d'un outil, c'est aussi le coût global et le retour sur investissement qu'on va avoir. Faut oublier que ça va être un investissement, on va prendre des personnes qui vont, soit des 18 ans, soit des personnes supplémentaires aussi qui vont le faire. Il y a peut-être l'achat de licences, d'infrastructures spécifiques. Donc, ce qu'il faut vraiment voir, c'est est-ce que tout le temps que j'ai investi pour construire mon framework, le mettre en place, l'exécuter, plus la maintenance, me permet de faire les tests beaucoup plus rapidement que si je les avais fait en manuel au bout de 5, 6, 7, 8 itérations et de se dire, bah voilà, là, dans 3 mois, c'est rentable, peut-être 6 mois, et c'est efficace. Si on fait pas cet exercice de style-là et qu'on se projette pas très régulièrement, au bout d'un an, on voit des choses comme, j'ai pris un framework d'automatisation, j'ai un ou deux automaticiens, mais j'ai toujours autant de bugs en production, j'ai tout le temps autant de tests à faire à la main et je vais pas plus rapidement. Donc, ça n'a pas apporté la valeur que ça devrait apporter en termes d'efficacité, mais aussi de coût, parce que là, ça a généré un coût supplémentaire sans, sans vraiment apporter de l'aide à l'équipe produit. Donc pour ça, il il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à essayer les outils, les poker sur les personnes qui vont utiliser cette solution. Donc le mieux, c'est d'essayer de tester entre 2 et vraiment 4 frameworks maximum, pas plus, de prendre des scénarios, des happy pass, mais aussi peut-être un cas limite, un appel API si vous les avez, et de regarder
la facilité de prise en main, de maintenabilité, de qualité des rapports et l'intégration dans le CI/CD, de pondérer tous ces critères selon votre contexte et à partir de là, de faire le choix le plus éclairé possible pour pouvoir le proposer et le faire adhérer. Donc, pour terminer, ce qu'il faut bien retenir, c'est que il est indispensable de déjà réaliser un POC et d'impliquer vos utilisateurs finaux dans ce POC pour avoir un vrai choix durable à la fois sur vos objectifs business et sur la réalité du terrain pour pouvoir apporter de la valeur. Donc, n'hésitez pas à essayer cette méthode, à la challenger, à rajouter des choses qui vous paraissent indispensables dans vos critères de sélection. N'hésitez pas à partager avec moi vos retours ou vos questions sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter. Et je vous dis au prochain épisode où je parlerai certainement encore de tests, d'automatisation et de quality engineering. D'ici là, je vous souhaite de bons tests et une excellente qualité logicielle. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.